Ok, dans cette vidéo, on a un débat entre, à ma gauche, une prostituée OnlyFans plutôt orientée féminisme sexuel, qui veut la liberté des femmes dans leur sexualité. Et de l'autre côté, nous avons une féministe radicale. Donc le féminisme radical, elle défend une position où en fait les hommes et les femmes sont différents et que si on veut œuvrer dans l'intérêt des femmes, il faut prendre en compte ces différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Et elle est plutôt opposée à la révolution sexuelle. Elle pense que la révolution sexuelle des femmes a apporté plus de mal que de bien aux femmes. Petit rappel, mesdames, je viens de sortir ma formation Charme féminin. C'est une formation dans laquelle je vous explique comment développer ces 5 caractéristiques féminines qui permettent de charmer durablement un homme et de faire en sorte qu'il vous considère dès le début de la relation, non pas comme une femme dépanneuse, mais comme une véritable femme partenaire avec laquelle il se projette. J'ai mis le lien de la vidéo. Vous avez une présentation de 10 minutes dans laquelle je vous explique pas mal de choses, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez la regarder, vous allez apprendre déjà beaucoup de choses. Toutes les femmes qui rejoindront la formation avant le 25 février bénéficieront de mon accompagnement personnalisé pendant 3 semaines. C'est exclusif pour fêter le lancement de ma formation. Allez, on passe à la vidéo. So Louise, let's use the title of your book for a starting point for this conversation. You have made a case against the sexual revolution. In short, what is that? On a quand même 3 belles femmes. Alors, bon, là, elles sont pas à leur avantage, mais celle de gauche est magnifique. Elle a un côté un petit peu Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Celle du milieu, bien qu'elle ait une beauté plus clivante et un peu plus masculine, avec la mâchoire qui ressort un peu, les sourcils foncés, et proche du monosourcil, je la trouve particulièrement jolie aussi. Elle a sa beauté un peu plus clivante, mais c'est pas mal. Et celle de droite est incroyable. Pour moi, c'est ma préférée, parce qu'on va l'écouter parler, vous allez voir, elle a un charme féminin incroyable. Mesdames, prenez des notes. So my argument starts from the somewhat controversial recognition that there are some very important differences between men and women in terms of the physical differences, which ought to be obvious, but aren't necessarily. In the women are the ones who get pregnant. We're much smaller than men. We're much more vulnerable to violence from men in any kind of heterosexual encounter. We suffer all the consequences, negative consequences of hormonal birth control, etc. There are also psychological differences between the sexes, which I think there's very strong evidence to suggest are at least partially. Ça y est, les féministes enfin reconnaissent qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Elles reconnaissent quelque chose d'évident qui est là dans la littérature scientifique depuis des années. C'est aberrant qu'on soit là aujourd'hui obligé d'applaudir ces femmes. Il y a 7 ans, j'ai commencé à faire des vidéos pour parler des différences entre les hommes et les femmes. Et quand moi je le faisais, j'ai été catalogué de masculiniste ou de je sais plus quoi, de misogyne. Alors que pour moi, c'était un pari idiot de la part du féminisme que de renier les différences entre les hommes et les femmes. Et pas seulement les différences physiques, je parle des différences cognitives. Parce que si vous voulez aider les femmes, comme le fait Louise Perry, vous devez partir de l'essence même de ce qu'est la femme et de ce qu'est l'homme. Alors l'essence, c'est un mot qui hérisse le poil de nos féministes contemporaines. On peut utiliser d'autres mots si vous voulez. Le fait est qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, particulièrement sur le plan cognitif, pas seulement sur le plan physique, et que si vous voulez les aider, vous devez les prendre en compte. Donc on va voir ce que va nous dire Louise. There are average differences, so there are plenty of outliers, but they are quite profound. And one of the differences between the sexes on average is that men are much more interested in casual sex than women are, and are also more interested in things like watching porn, buying sex, doing all of the things that have become much more socially acceptable post-sex revolution. La différence fondamentale entre les hommes et les femmes, elle part d'une source qui est la différence sur le comportement sexuel. Elle est là la plus grosse différence entre les hommes et les femmes. Et de là, on découle des différences cognitives. Puisque d'un point de vue évolutionniste, les comportements sexuels des hommes et des femmes et leurs intérêts dans la reproduction ont une influence sur la sélection sexuelle qui plus tard a une influence sur les différences
entre les hommes et les femmes, physique certes, mais aussi cognitive. And the argument that I make is that even though there are plenty of exceptions to this rule, at the population level, a culture of sexual hyperliberalism suits men much more than it does women in terms of their preferences, and women carry almost all of the negative consequences. So, Là, ce qu'elle vient de dire, c'est que, en gros, la révolution sexuelle des femmes a apporté plus de bénéfices aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, quel a été l'un des hommes qui s'est le plus battu pour la révolution sexuelle des femmes? Hugh Hefner, le mec de Playboy. in summary, you're saying that the sexual revolution forced women to compromise on their sexual preferences and was tailored towards men's sexual needs. Is that it? So the sexual revolution encouraged women to behave, to imitate masculine sexuality, is basically what it is. And I think that en masse is not good for women, for the well-being of women. So Ayala, you are a porn performer. Do you think that you are imitating male sexuality in your everyday work? Yes. I mean, a lot of what you said, I don't disagree with. There's definitely, like, porn is, like, purchased mostly by men. Men are typically the primary consumers of the content that I create. There, like, basically don't exist any female purchasers of porn. I mean, like, very, very, very tiny percentage. So, yeah, it's pretty, like, male-oriented in regards to, like, the actual, like, paying money for it. I mean, a good chunk of women do, in fact, watch porn, but don't typically pay quite as much. I think the Pareto distribution is what's going on in porn, right? That women will, like, the mild to moderate porn consumers are more likely to be women, but the really heavy users. Oui, alors, on peut critiquer le porno. Aujourd'hui, on peut dire, oui, le porno, ça apporte des grosses conséquences négatives pour les hommes et les femmes, d'ailleurs, mais les hommes l'utilisent plus. Il y a des gros problèmes d'addiction, il y a des problèmes comportementaux aussi, perte de libido, ou même des hommes qui n'ont plus envie, plus le besoin, tout simplement, d'aller parler avec des femmes dans la vraie vie. Et indirectement, ils finissent par en souffrir, parce qu'ils rencontrent plus de femmes. Donc il y a des grosses conséquences négatives au porno. Et il y a des conséquences positives aussi, pour les hommes, qui sont dans l'intérêt pur des hommes sur le marché de l'amour. C'est que l'accès au sexe virtuel permet de faire baisser le coût du sexe sur le marché de l'amour, tout simplement. Les femmes sont obligées de s'aligner avec ça. Le sexe n'est plus sacré depuis bien longtemps. Enfin, depuis la pilule, en tout cas, depuis le porno. Et donc, c'est un avantage pour les hommes. Parce qu'un mec, simplement un mec qui a accès à du porno, il est plus détendu quand il se trouve face à une femme. Il sait qu'il n'a pas besoin d'elle pour accéder au sexe. Au pire des cas, il a sa main droite et il a son écran. Ça permet de rééquilibrer un petit peu la négociation sur le marché du sexe, là, pour le coup purement sexuel. Et l'étape suivante, c'est les robots, c'est les robots sexuels. Donc les hommes ont de moins en moins besoin de la sexualité des femmes. Par contre, ils ont besoin de leur affection et ils ont besoin de leur amour. C'est pour ça que moi, je parle quasiment jamais de misère sexuelle chez les hommes. Je pense que c'est un faux problème. Je parle de misère amoureuse. Voilà. Are overwhelmingly male, and also sex buyers are overwhelmingly male. It does even out a little bit if you include, like, consumption of erotic. The gap starts to close a bit. Maybe it is driven towards a male viewer for obvious reasons. What's the problem with that? Louise, what is your issue with the male-dominated world of sexuality? So I think the problem you have with women being encouraged to imitate masculine sexuality. Let's go masculine, because obviously there's the average difference, but that not all men necessarily fall into this category. There's like a big range. There's actually a much bigger range for men, interestingly, than there is for women. As with many male and female traits, you have men who are off the scale in terms of their sociosexuality, which is the term psychologists use to describe desire for sexual variety. And then you have plenty of men who, behave like lesbians basically in their day-to-day life. So there's a massive range. The problem, though, I think for the vast majority of women with imitating masculine sexuality is, one, the physical consequences. The fact that we're the ones suffering all the consequences of hormonal birth control that have to be gone through in order to have casual sex. We're the ones having unwanted pregnancies, going through abortions, or having unexpected children arriving in our lives. C'est vrai qu'on n'en parle pas de ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas. La pilule. Moi, je vous le dis sincèrement, je vous le dis vraiment,
C'est pas un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi, mais je commence à y réfléchir un peu. Parce qu'il y a des femmes autour de moi qui sont concernées par la pilule. Si j'étais une femme, je pense que je la prendrais pas. L'histoire, alors le stérilet, dites-nous là, les filles, dans les commentaires, parce que j'ai déjà eu ce débat avec des ex. Le stérilet, déjà pour moi, ça serait une meilleure option. Je suis pas un médecin, attention, hein. Je donne mon point de vue purement perso et non éclairé. Moi, je prendrais, si j'avais le choix, je prendrais le stérilet. Je ferais attention, je prendrais un stérilet en cuivre, pas la pilule. J'aurais jamais pris une seule pilule, je pense. Je suis assez parano sur qu'est-ce que je mets dans mon corps, essayer d'être le plus naturel possible, de manger ce qu'il y a de plus organique. Je mets le budget là-dedans. Je pense que quand on commence à avoir de l'argent, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut mettre son pognon, c'est d'abord la nourriture, c'est d'abord ce qu'on met dans son corps. Même si ça coûte cher. Même s'il faut payer 2-3 fois plus cher pour le bio, il faut le payer, quoi. Et la pilule, putain, ah ouais, non, je prendrais pas le risque. Je vous le dis sincèrement, je prendrais pas le risque. C'est pour ça que quand j'ai une nana qui me dit « Léo, j'arrête la pilule », mais une capote, ça fait chier de ouf. Mais je la comprends. Je la comprends, parce que je le ferai pas. Je ne l'aurais pas fait à sa place. Donc, mesdames, je sais pas, dites-nous quelle est votre relation à la pilule, je suis curieux de savoir ça. Et puis ouais, c'est un coup de ouf, quoi. C'est un coup énorme. C'est un coup énorme. Sans parler de l'avortement et toutes ces choses. At the end of the day, men can cut and run in a way. Men can cut and run. Voilà. Voilà le plus grand privilège masculin. Aussi psychopathe que ça puisse être, oui, les hommes peuvent hit and run, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je couche avec toi, je me casse, quoi. Ouais, les hommes peuvent faire ça. Et ça, c'est coûteux pour les femmes. Pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et pourtant, c'est ce pourquoi les féministes se sont battues. That women can't. So there are all sorts of, very concrete ways in which women are bearing the brunt of negative consequences of casual sex. I think there's also the psychological dimension, which is a bit more difficult to talk about, but which I think is very profound. There are lots of ways in which male and female sexuality differs. One of the ways in which women are quite different from men is that we have a much lower sexual disgust threshold. It's much easier for us to sort of get the ick in a sexual encounter. Women tend to be much, much choosier about their sexual partners than men are. There's a very obvious evolved reason for this. It's because, up until five minutes ago, we didn't have access to reliable contraception, which meant that having any kind of sexual encounter was liable to lead to pregnancy or risk leading to pregnancy. So it obviously makes sense that women will have evolved to be choosy about who they potentially get pregnant from. Is he going to hang around? Is he going to make a good father, etc., etc. So and I think the problem with trying to kind of override that choosiness, which is what imitating masculine sexuality entails, right? Trying to have sex like a man, trying to regard sex as casual, just a leisure activity, not having any sort of innate meaning or specialness or anything at all, is that it forces women to try and suppress that instinct, which is present in most women and sometimes very strongly. And one of the things that I've write about a lot in the book is magazine articles. Ça, je voudrais juste dire une chose, et ça c'est à l'adresse des femmes, pour discuter beaucoup avec des femmes et avec des hommes des deux côtés. C'est très marrant de voir quand un homme... J'écoute mes potes mecs maintenant, quand ils me parlent de leur relation sexuelle ou amoureuse. Avant, j'écoutais pas trop. Désolé les gars. Parce que pour moi, c'était le boulot, quoi. Je leur disais, les mecs, c'est mon boulot. Là, j'ai envie de me détendre, de parler d'autres choses. Mais bon, aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Et les mecs, c'est tellement casual, décontracte quand ils te parlent de ça. Et tu sais que quand un mec te raconte une relation qu'il a avec une nana, commence à coucher avec elle, c'est le début de la relation, etc. Souvent, il va finir en disant « Mais tu sais, Léo, je me prends pas la tête. » Et ça se voit, ça sent, le mec est détendu, c'est cool, ça. Et moi, je les ai de l'autre côté, les nanas. Pas les mêmes, bien sûr, mais de l'autre côté, je les écoute me parler de ça. C'est pas pareil. Derrière, c'est rempli de névrose, d'angoisse. Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas, il est hésitant, il est indécis.
Des fois il est là, des fois il est pas là. Je suis dans l'incertitude, je sais pas comment ça va évoluer derrière, etc. Et moi je lisais derrière les mecs, vous voyez, c'est incroyable ce fossé dans la perception des débuts de relations entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, c'est it's bliss, c'est vraiment c'est cool quoi. Le mec il est là. Qu'est-ce que j'ai entendu avant-hier? J'écoutais une conversation et le mec disait elle me dérange pas. En ce moment elle est haute, ouais, tu sais, elle me dérange pas. Elle est mimes, elle est mignonne, elle me dérange pas, c'est cool. Ils en parlent avec une telle décontraction qui pour moi était normale vu que je suis un homme. Donc c'était des sujets plaisants qu'on avait entre hommes, mais maintenant je sais que de l'autre côté il y a une nana qui attend, qui souffre de cette incertitude et qui en attend beaucoup plus quoi. Donc voilà, mesdames, encore une fois, on en parle par email de tout ça si ça vous intéresse. J'essaie de vous faire entrer dans la tête des hommes justement dans les emails qu'il y a juste en bas de cette vidéo. C'est gratuit et j'en envoie pas mal par semaine. On va beaucoup parler de psychologie masculine, de comment pousser un homme à l'engagement, comment savoir si un homme est bon pour vous, etc. Et le désir masculin aussi. Voilà. Anecdotal evidence from women writing, speaking, whatever, that effort to try and suppress the bonding instinct, the instinct towards being picky, causes a lot of distress. And sometimes that distress is displaced, you know, and sometimes that distress can be successful. Oui, alors là, je suis pas d'accord. Je pense pas que les nanas aient baissé leurs critères. Elle dit that feeling trying to suppress being picky, ou je sais plus comment elle l'a formulé, mais en tout cas, cette tendance des femmes à baisser à se rendre moins exigeantes, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, elle a tort là-dessus. Les nanas sont pas moins exigeantes, par contre, elles offrent beaucoup plus rapidement la sexualité que par rapport à quoi? Vous allez me dire, oui, effectivement, par rapport à la période d'avant la pilule, par rapport à une période que moi je n'ai pas connue, mais qui était celle du mariage pour accéder au sexe, et peut-être aussi par rapport à d'autres cultures sur cette planète. L'une d'entre elles étant celle dans le pays dans lequel je suis en ce moment, je suis en Indonésie. Et effectivement, dans plein d'autres pays, quand tu sors un peu de l'Occident, tu as des pays où effectivement, pour les femmes, c'est pas évident de coucher avant le mariage pour savoir si les partenaires vont être bien. Je vous donne un exemple, parce que du coup, on parle des Indonésiennes. Je parlais avec une Indonésienne. Et on parlait des boulets. Les boulets, c'est les étrangers. C'est les blancs comme moi qui viennent ici. Et elle me dit, mais vous, les boulets, vous avez besoin de vérifier la compatibilité sexuelle avant le mariage. Et elle me dit, en fait, c'est très particulier pour eux, c'est nouveau pour elles particulièrement, je parle à ces femmes. Et elles savent que si elles veulent séduire un boulet, et il y en a quand même pas mal qui le veulent, elles savent qu'elles vont devoir offrir la sexualité au boulet pour qu'il puisse vérifier cette compatibilité. Mais elles le font pas elles le font pas en toute gaieté de cœur. C'est pas quelque chose qui leur fait tant plaisir, je pense, quand on les écoute. Elles préfèrent attendre le mariage, bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant parce qu'elles font l'exact opposé. C'est-à-dire, quand tu les laisses un peu te séduire, plutôt en soirée ou pour mes potes sur les applis, elles sont très directes. Direct, elles parlent de cul. Parce qu'elles pensent que c'est ce que veulent les Occidentaux. Et comme elles considèrent les Occidentaux comme au-dessus d'elles, famoso hypergamie, et du coup, elles baissent complètement leurs propres exigences et leurs propres préférences, et elles renient complètement leurs propres intérêts en amour. J'ai presque envie de dire catastrophique. Moi, je trouve ça assez triste. Bien évidemment, les Occidentaux, ils s'en battent les couilles, ils sont là, ils font leur truc, ils kiffent, etc. Mais ils se rendent pas compte derrière des sacrifices que font certaines femmes pour accéder à ça. Et je dis pas que ces sacrifices-là sont merveilleux. C'est une question d'offre et de demande. Hein. C'est pas une question de beauté, de romantisme. Voilà, c'est rien à voir avec ça. Successfully suppressed. I mean, there's a whole genre of articles in women's mags that I write about, which are about
how to stop yourself catching feelings, like strategies that you can use during sex to try and dissociate almost, to not bond with your partner, to not. There's things like don't make eye contact, take certain drugs, get drunk, all this kind of stuff. Donc là, elle est en train de dire, il y a des articles féminins qui enseignent aux femmes comment ne pas s'attacher à un homme. Putain, j'en ai peut-être vu, je sais pas, dites-nous les filles si vous avez déjà lu ça. C'est ouf quand même. Comment pas s'attacher à un homme? Comment coucher sans s'attacher à un homme? Ne le regarde pas dans les yeux. Oh putain, oh, c'est incroyable. Waouh, c'est triste. C'est ouf, c'est ouf. J'ai rien d'autre à dire. Dites-nous les filles, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de magazine? Moi, j'avais déjà vu effectivement des médias comme Mademoiselle qui parlaient de comment avoir un plan cul. Mais de là à dire comment ne pas s'attacher à un homme après avoir couché avec, je trouve ça ouf. If we turn to Ayla now, because Ayla, I know that you describe yourself as polyamorous. Do you feel that you are in distress when you're in your polyamorous relationships that perhaps don't include a kind of monogamous, traditional structure? No, not at all. But I suspect that like the kind of experience I have is not like necessarily in contradiction to Louise. As in, Louise like consistently says that there's like a small percentage of women who is like the weird. So right, so like if there, any individual woman comes up and is like, well, that's not my experience, then this is not really a contradiction. So I feel like the crux of the issue is something more like what percentage of women are having this sort of thing. Is this thing that's sort of inherently damaging? I also want to point out that the original question was something like, is it bad that porn is targeted towards men? Which was, I'm still curious about the answer to this thing. But I think like a lot of the things like I kind of loosely agree with. Like yes, casual sex is very different for men and women. Men and women evolved with very different sexual strategies. Elle a dit, effectivement, les femmes ont différentes stratégies de reproduction d'un point de vue évolutionniste. C'est vrai. Il n'y a pas que la stratégie long terme, il y a aussi la stratégie court terme. Et d'un point de vue évolutionniste, encore une fois, ça se tient. C'est soit je couche avec un homme qui va rester avec moi sur le long terme, c'est sûr à 100% il reste. Soit je couche avec des hommes qui ont un fort patrimoine génétique, une haute qualité génétique que je pourrais transmettre à mes enfants. Même si derrière le gars ne reste pas, mais au moins j'aurai des enfants avec des bons gènes. Good genes theory. Et après, ou plutôt avant, elle a dit, ça ne concerne pas toutes les femmes. En fait, il faut être précis dans ce qu'on dit. Elle est nuancée, c'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas parler de toutes les femmes, et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes qui ont bénéficié de la révolution sexuelle en Occident, et que moi, ce que je lui répondrais du coup, c'est que ce qui est avantageux pour l'individu ne l'est pas forcément pour le groupe. Il y a des individus qui peuvent bénéficier de toute de cette liberté, mais est-ce que le groupe est prêt à accepter cette liberté? J'en suis moins sûr. Donc, et je pense qu'elle serait d'accord, il faut distinguer l'intérêt pour le groupe et l'intérêt pour l'individu. L'individu a intérêt à la liberté, à choisir ce qu'il veut. Le groupe, pas forcément. Le groupe, il vaut mieux leur offrir du mariage, leur offrir de la monogamie, quelque chose de simple. Et c'est pas parce qu'il y a certains individus pour qui ça va être génial que ça signifie que c'est bon pour le groupe. It feels a little bit like pulling out all of the like worst possible framings and collecting them together into one thing that is like technically true, but like overall kind of feels like a vibe that misses a lot of really important stuff about female relationship to sexuality. And so there are a lot of points that I would have to go through very carefully. But in regards to myself, polyamory has been absolutely fantastic. I knew that I was poly as soon as I heard what it was. I was like, oh, that's clearly what I am. Let's dig into some. Elle a pas l'air de souffrir, cette nana. Hein. Alors, mais elle a pas l'air de souffrir, elle est très bien. Et dans son cas, oui, ça lui a apporté bien plus de choses positives que dans le cas de pas mal de nanas. C'est une femme qui fait beaucoup d'argent avec OnlyFans, c'est une femme qui en a tiré tout un personnage sur le net. C'est une femme qui est plus ou moins appréciée pour ça. Et il faut reconnaître, c'est une femme qui a des couilles. Je voulais le dire au début, j'ai oublié. C'est une femme qui a des couilles parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est beaucoup plus difficile de tenir sa position sur le net que la position de Louise. Parce que la nana, là, Ayla,
elle se met dans une position vulnérable face aux haters, face à des mecs face à des puceaux sur le net qui vont lui dire que c'est une grosse pute, une salope, etc. C'est évident qu'elle se prend un harcèlement sans précédent. L'autre, probablement aussi, puisque de toute manière, dès qu'on se monte sur les réseaux, on s'en prend plein la gueule, mais beaucoup moins qu'Ayla. C'est sûr et certain. On peut être en désaccord avec ce qu'elle dit, bien évidemment. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Louise. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'argument. Mais elle a des couilles, quoi. Et elle est pas si irrationnelle que ça, mine de rien. Elle a de bons arguments. Let's dig into some of those points then. What are the things that you pick up on there and what Louise was saying that you maybe disagree with? But there's something like, for example, reported like a dislike of casual sex after the fact. I believe that this is generally true. People are kind of unskilled at casual sex. I went through like a couple different phases of casual sex myself, and the first phase where I was like, let's go try this, was pretty terrible, understandably. Like, not for me, but it was just like unskillful, right? Like, no orgasms. I was like, wow, that was kind of unfulfilling. They seemed to get a lot more out of it than I did. This is very true. but there's also like a frame of hindsight, right? Where like, if you are told often that casual sex is bad for you, you're going to reparse casual sex as having been bad for you. Like, one example that is kind of like this is I lived in a house full of cam girls for a year. We were like very close. We all did basically the same work. We worked together. We like talked about our deepest hopes and dreams, right? And we weren't like, we didn't hide anything. We bitched about it quite a lot. But you fast forward, almost 10 years now, and one of the girls there has happened to date a bunch of men who like really don't like sex work. And she, in my opinion, sort of revamped her past in order to be like, that experience was damaging for me. And I was like, bitch, I was there. I heard you talking about it at the time. There was no hint that any of this was bad for you. It's just after, when you enter a culture that's feeding you this information, that you should feel bad about what you went through, that you're going to like reverse sort of... Oui, alors ce qu'elle dit, c'est que ce qui fait souffrir les femmes et les prostituées ou toutes les nanas qui couchent facilement, rapidement, ce qui les fait souffrir, c'est pas tant l'acte sexuel ou la perception qu'elles en ont après coup, mais c'est plutôt le poids culturel, le poids du groupe, le regard du groupe sur ça, et particulièrement des hommes. Et il est vrai que chez les femmes, bien plus que chez les hommes, il y a cette importance du regard de l'autre. Les femmes font beaucoup plus attention que les hommes au regard de l'autre. Les femmes ont un conformisme qui est plus important que les hommes, conformisme social. Mais on peut se demander aussi pourquoi les hommes derrière t'ont fait culpabiliser d'avoir un passé de prostituée. Probablement parce que il y a ces préférences génétiques bien ancrées profondément chez les hommes qui les poussent à être dégoûtés par ces femmes-là. C'est pas un dégoût sexuel, c'est un dégoût peut-être plus moral. Et on en revient à cette histoire d'individu vs groupe. C'est-à-dire que la révolution sexuelle des femmes a apporté beaucoup de bien à certaines femmes, à beaucoup de femmes, mais toutes les femmes ne sont pas faites pour ça. Toutes les femmes ne sont pas faites pour coucher rapidement avec des hommes, pour coucher avec beaucoup d'hommes, sans qu'il y ait une souffrance derrière. Et ce qu'elle est en train de nous expliquer là, à travers son anecdote, d'une certaine manière, c'est que cette partie de la population féminine qui peut s'adonner à du sexe sans qu'il y ait de conséquences psychologiques derrière, elle est peut-être beaucoup plus fine que ce qu'on croit. Et je pense qu'elle correspond plus ou moins à la classe sociale, si on peut l'appeler comme ça, des prostituées qu'il y avait par exemple durant l'ère victorienne. Il y a toujours eu une classe de la population féminine qui s'adonnait à la prostitution. Alors je dis pas qu'elles étaient toutes ravies de faire ça, bien évidemment, il y en a beaucoup qui le faisaient pour sortir de la pauvreté, mais il devait y en avoir une partie d'entre elles qui arrivait à supporter ça, qui arrivait à résister à ça, et celles qui s'en sortaient le mieux, c'était les matrones, c'était les gérantes de bordel. Il y en a une qui est très connue au XVIIe siècle, qui s'appelle Elizabeth Cresswell, qui a fait beaucoup d'argent avec la prostitution, qui était copine avec Charles II, le roi d'Angleterre, qui a investi par la suite dans l'immobilier. Donc il y a des nanas qui en ont tiré profit de tout ça. Sont-elles majoritaires? Ça, c'est une autre question.
Et pour moi, cette fille-là, elle correspond typiquement à la matrone de l'Angleterre du XVIIe siècle. Elle correspond à ça. Si j'ai dit l'ère victorienne, je me suis trompé, mais en tout cas, elle correspond à la matrone et à la patronne de bordel du XVIIe en Angleterre. C'est-à-dire, c'est une nana qui fait beaucoup d'argent avec ça. C'est une nana qui a un rapport désacralisé à la sexualité. Je pense pas qu'il y ait une majorité de femmes qui aient ce rapport désacralisé au sexe. Ça, c'est un autre débat, mais qui a une personnalité particulière, probablement. Moi, je pense que c'est une femme qui a une personnalité un petit peu plus cynique que la moyenne. J'ai rencontré quelques femmes comme elle dans ma vie, et c'était souvent des femmes brillantes, qui avaient un mode de pensée très masculin, et qui en même temps arrivaient à exprimer la féminité dans leur sexualité, dans leur comportement. Donc elles avaient le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Pas pour moi forcément, mais pour pas mal d'hommes. Pour ça qu'elle fait de l'argent, hein. La femme parfaite, c'est une femme qui se comporte comme une femme et qui réfléchit comme un homme, hein. Pour pas mal d'hommes en tout cas. Pas tous, encore une fois, mais la preuve en est, hein, c'est celles qui font le plus de pognon. Donc elles ont un mode de pensée assez masculin, effectivement. Et puis, elles tirent profit des hommes qu'elles rencontrent. Elizabeth Cresswell, la fameuse businesswoman des bordels anglais, elle était copine avec des gens puissants. C'est ce qui lui a donné accès à l'immobilier, c'est ce qui lui a permis d'obtenir la protection de Charles II. Voilà, il y a beaucoup d'avantages à faire partie de cette petite classe sociale, si on peut appeler ça une classe sociale. C'est un archétype féminin très particulier, je pense. It's trying to tell some women that, oh, the casual sex was definitely good for you and you should feel good about it, right? Like in both directions, any sort of like narrativizing the experience, like trying to tell women what they should feel is, in my opinion, like bad. Like my ideal would be to ask women, like, how do you actually relate to this? Like independently of what culture tells you to do, check in with yourself. Do you actually like what's going on or do you actually not? Or like to what degree are you sort of just trying to conform to other people? And that is the message I could really get behind, because I think that's like... Bon courage pour aider les femmes à se libérer du conformisme social. Compliqué ça. Message that also would result in a lot of people realizing that they don't want to Bon courage pour aider les femmes à se libérer du regard masculin surtout. have casual sex. And maybe a lot of people realizing that in fact they do. And that seems chill to me. I'm pro that. And then I escaped that into sex work being and eventually into prostitution. And like from my experience, I like after I did this, I was shocked that people had placed so much meaning on it in a way that prevented me from escaping like terrible jobs to begin with. Because like I didn't go straight into sex work because of that meaning that people placed on it. And then when I did, I was like, fuck, that meaning that people loaded up onto sex like prevented me from living basically my best life. And I know a lot of other sex workers who feel the same way. And I'm not saying that everybody should. I also know some sex workers who tried sex work and they were like, shit, like I can't not have the meaning here. But there's lots of like changes, right? Like you can shift from one section of meaning to the other. And so I think my problem with this is not that we're saying that sex has a lot of meaning, but rather like eliminating the possibility that we can remove that, or that for some people, this is the correct way to approach the situation. It feels also like kind of like double standardy for people to be so concerned about me as a sex worker and to consider this to be like a reflection on my life and stuff. And the factory was horrible. It was horrible. And that was another thing that... Moi je ne pense pas... Elle a raison, c'est-à-dire les gens n'ont pas à s'impliquer dans ma vie. Je vais très bien. J'ai mon rapport au sexe désacralisé, ça me va très bien. Et il y en a beaucoup qui vont dire oui, on attend de voir dans 30 ans. Et moi, je pense que dans 30 ans, elle sera mariée avec un gosse, ou des gosses plutôt, et que elle aura aucun mal à trouver un homme qui tombera amoureux d'elle et qui restera avec elle. Je vous le dis sincèrement. Aussi injuste que ça puisse sembler pour les red pillers qui attendent la punition divine sur ces femmes-là, moi, je mélange pas les émotions et la morale, les émotions et la réalité. Chose que font pas mal les red pillers sous couvert de rationalité, alors qu'en fait ils sont blindés d'émotions et particulièrement négatives, de colère surtout, bref. Je pense qu'elle aura aucun mal à trouver un homme bien, qui lui plaira, avec qui elle ira probablement dans des trucs libertins, etc. Par contre, qui va en pâtir? Les enfants. C'est pas elle, c'est pas son mari, c'est les enfants. Et ça, elle sera d'accord. Elle pourra pas ne pas être d'accord avec ça.
Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, le problème c'est la culture, c'est les social stigmas et les préjugés. Ben oui, mais tes gamins, que tu le veuilles ou non, il n'y a pas plus discriminant qu'un gamin vis-à-vis des autres. Il n'y a pas plus psychopathe d'ailleurs qu'un gamin vis-à-vis des autres. Qui sont les plus gros porteurs de préjugés? Ce sont les gamins. Qu'on le veuille ou non, que ce soit juste ou injuste, les gamins vont se moquer de ces gamins à l'école. Après, tout dépend de leur âge, évidemment. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est une prostituée? Les plus jeunes, probablement pas. Il y en a aussi beaucoup qui vont écouter ce que vont dire leurs parents et le répéter. On pourra changer tout ce qu'on veut. Le fait est que les gamins parlent avec leur cœur. Peut-être qu'ils disent des conneries, peut-être qu'ils disent des choses cruelles, mais ils parlent avec leur cœur. Ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Et ce que pensent les gamins ou les ados, c'est que c'est sale. Une nana qui fait du sexe devant la caméra, c'est sale. Et ils le diront. Et ils feront souffrir les autres gamins. Donc les grands perdants de la révolution sexuelle sont les gamins. In hindsight, I also rationalized, like when I was working at the factory, I was like, this is fine. This is my life. This is what I have to go through. And then after I got out of the factory, I was like, wow, I was actually suppressing so much of myself in order to handle this. And I think we do this all the time. We all go through the thing where, like right now, we're living lives where probably if we got transferred to an alien planet that had like zero scarcity, we would look back on our current lives right now with a lot of horror. So you just mix this in with like social stuff. I think that this is also true for like the polyamory monogamy distinction. Like you're correct in that like a lot of polyamory discussions are talking about like what jealousy issues, but like monogamy also has like dead bedroom problems, right? Like both are relationship structures that require some sort of like negotiation of your desires. Aucun système n'est parfait. Parce qu'elle dit il y a des problèmes avec la monogamie, dead bedroom, ça veut dire que ils couchent plus ensemble. Ouais, mais aucun système n'est parfait. Mais il y a des systèmes moins pires que les autres à l'échelle du groupe, tout simplement. Et dans l'intérêt, qui dit à l'échelle du groupe dit évidemment dans l'intérêt des enfants, parce qu'on ne se met pas que à la place de soi-même, mais aussi on se met à la place des autres, quoi, en fait. Et donc je pense que le débat peut vraiment se simplifier ou se résumer à individu vs groupe. Est-ce que c'est l'intérêt de l'individu qui prime ou l'intérêt du groupe? Et je dis pas que la réponse est facile, hein. Loin de là. L'intérêt du groupe ou l'intérêt de l'individu, c'est compliqué, hein. Et c'est pour ça que le débat est fascinant. And what you can achieve in your life, and both of them have like pretty severe downsides. And as a sex worker, I see a huge amount of the downsides in monogamy from men, supposedly monogamous men, who come see me because of failures in their monogamous relationships. Like it feels like my overall issue here feels like people are pointing a tighter laser eye at like the non-standard, non-normal, the deviant types of sexual approaches than they are at the conservative, like socially accepted ones. So talking about your case specifically, Isla, you say there that you've got husbands coming who maybe their marriage has broken down. If you were not there to service the kind of the needs that they then had, do you think that they would turn back to their wives and have a frank conversation about their sex life? Or do you think that you are offering them a way out? Well, see, so my data set is basically, I would ask the guys that I saw, are you married? And if they said yes, then I would ask, so why are you seeing me? So I get like sort of, you know, it is like a little anecdotal here. Non, mais je pense que la classe prostituée, elle est nécessaire. Vous savez, c'est cette fameuse phrase du mec qui dit heureusement que j'ai eu ma maîtresse, sinon j'aurais quitté ma femme, quoi. La classe prostituée est nécessaire et c'est probablement celle qui maintenait les couples ensemble à l'ère victorienne. Enfin, c'est probablement grâce aux prostituées que les hommes restent mariés à leurs femmes. Bien évidemment, parce que du coup, ils arrivent à faire la distinction entre la femme avec qui tu as un projet, la femme avec qui tu t'engages sur le long terme. Ça dépasse, c'est bien au-delà du simple rapport sexuel ou de l'hédonisme. C'est un projet qu'on a ensemble. Généralement, un projet fondé sur une famille, sur des gamins, sur l'éducation des enfants. Aussi un projet immobilier, pourquoi pas un projet... On a un système qu'on fait grossir ensemble. C'est bien plus ambitieux que juste de faire l'amour une fois par semaine. Donc oui, je pense que la classe prostituée, je pense qu'elle est nécessaire, effectivement. Et que cette femme-là, elle joue un rôle important, un rôle qui socialement... Comme on dit, c'est en anglais, c'est un necessary devil, je crois qu'on dit, c'est-à-dire c'est un mal nécessaire, voilà, c'est ça qu'il fallait dire. I think the problem though is that if we
if we only look at the individual level, if that's the only unit of analysis that we have, thinking about individual preference, I mean, even aside from the fact that individuals are fallible, I mean, as you were saying, that when you were working in a factory, your narrative was self-protective and thinking that it was okay, and then later you realised it wasn't. I mean, we as human beings have an amazing capacity for self-deception that I think all of us can, personally attest to. So, there's that, like, how do people actually assess whether what they're doing is really good for them and whether they're going to regret it in the future, which is, genuinely very difficult. But I think the other thing that I'm interested in, and which is much more difficult to talk about within a kind of liberal framework, is how this scales, right? So one of the things that I write about in the last chapter of my book is the fact that there are all sorts of ways in which societies that have a monogamous marriage system do better than societies that don't. Even though only about 20% of societies on the anthropological record have been monogamous, including ours, up until recently, we don't really have a sort of monogamous marriage system anymore post-sexual revolution, but they tend to be more affluent, they tend to have lower rates of crime, they tend to have lower rates of spousal abuse, child abuse, there are all sorts of compared ways to polygamous cultures? Yes, I mean, there are basically no polyandrous. C'est impossible de... Oui, elle a 1000 fois raison, là, Louise, là. Tu peux pas répondre à ça. Oui, les sociétés qui ont percé, entre guillemets, qui ont réussi, étaient des sociétés basées sur la monogamie. Tout simplement, bien sûr. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais appelé le déclin de la monogamie. Et j'expliquais dedans, effectivement, qu'il n'y avait pas de... On ne connaît aucune société riche et puissante aujourd'hui qui soit fondée sur la monogamie. Sur la polygamie. Donc oui, elle a raison. Parce que l'explication, c'est quoi ? C'est que quand les hommes ne sont pas occupés à courir à droite à gauche, quand les hommes ont une femme qui leur est attribuée, entre guillemets, et quand les femmes, c'est aussi de l'autre côté, c'est même peut-être plus important de l'autre côté, quand les femmes ont accès à de la sécurité sur le long terme, et on la garantit que même lorsqu'elles dépériront physiquement, qu'elles seront moins désirables sur le marché de l'amour, elles auront toujours au minimum ce soutien financier et au mieux un soutien psychologique, affectif, un véritable attachement avec leur famille, etc. Alors oui, ces sociétés-là ont tendance à s'enrichir, quoi, clairement. Donc voilà, donc on en revient à ce débat groupe vs individu. Ce qui est bon pour l'individu n'est pas forcément pour le groupe. Et vice-versa, ce qui est bon pour le groupe n'est pas forcément pour tous les individus. Tous les individus n'ont pas intérêt à la monogamie. Je parle de monogamie au sens strict du terme. La monogamie, la vraie sens strict du terme, c'est une monogamie où on s'engage, c'est une monogamie sur le long terme. C'est une personne, un partenaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle de monogamie, mais c'est plus de la monogamie, c'est de la monogamie à répétition. Ça ressemble beaucoup plus à de la polygamie qu'à de la monogamie, ou à de la polyandrie, ou ce que vous voulez. Louise, do you, for example, disapprove of Ayala's work as a sex worker? In your ideal society, would OnlyFans not exist? C'est intéressant, faut-il bannir OnlyFans? It's not a word I would use. I think that it is clearly the case that some individuals do well on OnlyFans. Most don't. I think we agree on the fact that OnlyFans is insanely unequal, and the vast majority of like YouTube or like Twitch. Yeah, all publishing. Yeah. This is true of all sorts of things. I think that the problem with normalizing OnlyFans, making it seem especially attractive, is that the vast majority of women in particular who become content creators are not going to make any real money and are likely to suffer negative consequences down the track, potentially in terms of things like harassment, stalking, whatever that they might. OnlyFans est très très inégalitaire. C'est winner takes all, le gagnant prend tout. Comme elles le disent, effectivement. C'est marrant ce fantasme de la nana qui va se créer un OnlyFans et devenir riche. C'est faux, c'est totalement faux, c'est ultra inégalitaire. Seule une minorité rafle tout. Probablement, encore une fois, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de Elizabeth Cresswell, la matrone du XVIIe siècle en Angleterre, qui se faisait un paquet de pognon sur le dos des femmes qu'elle faisait bosser pour elle. Alors je dis pas qu'il y en avait dans le lot qui... à vérifier, tiens, les historiens, dites-nous, est-ce que les femmes prostituées de cette époque-là kiffaient leur métier ?
Oui, parce qu'au contraire, elles en souffraient plus que de kiffer. Il y avait quand même une grosse solidarité entre les femmes entre elles. Je pense qu'elles devaient faire quand même... À mon avis, il devait y en avoir quelques-unes qui avaient un paquet de pognon, encore une fois, et qui devaient se mettre bien sur l'immobilier, sur 2-3 trucs, sur le réseau, sur les hommes qu'elles rencontraient. Mais encore une fois, effectivement, c'est une minorité. L'homme est un loup pour l'homme, la femme est une louve pour la femme. Probablement, c'est toujours pareil, il y a toujours une minorité qui rafle tout. Alors, Ayla répond que c'est pareil sur YouTube, sur Twitch, etc. Oui, sauf que sur Twitch et YouTube, tu ne souffres pas des conséquences négatives de l'image de la prostituée. C'est tout, quoi. Receive from clients, but I think actually more profoundly in terms of their future relationship prospects. So if we're just taking a utilitarian perspective here, the majority of women are being harmed by OnlyFans rather than being helped by OnlyFans. Would you get rid of OnlyFans tomorrow if you were the matriarch in this new society? I think it would be better if OnlyFans didn't exist. That's not the same thing as saying that I think it should be banned, because there are obviously all sorts of downstream consequences of that kind of... Si tu bannis OnlyFans, en fait, dès que tu bannis quelque chose, tu le sacralises. Tu en fais un rebelle ou le Che Guevara de la sexualité. Et je pense qu'il ne faut pas bannir OnlyFans, sûrement pas. Enfin, moi, je suis pour les libertés, donc je suis peut-être biaisé, mais je pense que... Et même elle a compris, mais d'un point de vue purement utilitaire, tu n'as pas intérêt à bannir quelque chose, tu vas le rendre encore plus désirable. On a plein d'exemples à donner, hein. Legislation which might be do more harm than good. I think it'd be very, very difficult to ban OnlyFans or similar sites, but I think on balance they have a net negative impact on society. Would you approve of OnlyFans if, say, before signing up, a girl got like statistics on how likely it was for her to make various amounts of money? Like 90% of creators make under like $1,000 a month or something like this. I think that would be good. I mean, I imagine the platforms would not want to do that because it's obviously going to limit their profit-making ability. I think that would be good. I think, honestly, the other thing that I would want a lot of young women who are naive to be aware of is the fact that even though we no longer as often talk about the sexual double standard, and even though men are less likely to admit to the fact that they still ascribe to the sexual double standard, they do. And I think that one of the worst consequences of OnlyFans for very many women, which isn't talked about nearly enough, is the fact that it becomes that much harder afterwards to find a committed relationship, which actually most women say is what they want long term, because men are judgmental about it, basically, and it's very difficult to dissuade them otherwise. My guess is that this is very well known in women cultures. Like, I've joined so many like discussion groups where girls like thinking about getting into OnlyFans or like already doing OnlyFans, and a huge amount of that discussion is centered around like how much is this going to damage my mate prospects? Like, how much should I hide it from my potential mates? Like, how can I do OnlyFans in a way where it's not going to leak to potential mates? Like, this to me is like one of the top things, at least in my practice, that I have seen women consider. To me, it doesn't feel like an overlooked aspect at all. I guess it depends on your sampling, but I would... Moi, j'attendais à ce qu'elles disent. J'ai plein de copines prostituées sur OnlyFans qui ont trouvé des partenaires. Qui sont les exemples qu'on a aujourd'hui en France? Clara Morgan et Katsuni, je sais plus comment on dit. Je crois qu'elles sont très bien dans leur vie amoureuse. Enfin, elles ont un homme, ça se passe très bien. Et parce qu'en plus, c'est des femmes qui vont... En fait, il faut comprendre un truc, c'est que c'est des femmes qui vont rencontrer un grand nombre d'hommes, qui vont avoir accès à un panel d'hommes important et qui, dans le lot, vont trouver une exception si on veut, mais trouveront forcément un homme qui n'est pas dérangé par ça, qui même peut-être trouverait ça stylé d'avoir accès à une femme que énormément d'hommes désirent, et pour qui c'est pas un problème en fait. Il y en a des hommes comme ça. C'est peut-être pas la majorité dans les commentaires, mais il y en a plein, et pas forcément les plus dégueux. Moi je dis pas ça pour encourager les femmes, je m'en fous, mais j'essaie de me rapprocher le plus de la réalité. Et ça me fait penser à la scène dans Il était une fois dans l'Ouest, lorsque Henry Fonda, vous savez, Henry Fonda, dans le début du film, il tue le fermier qui commençait à exploiter, je crois, qui avait des terres qui valaient une fortune parce que c'était sur la route du chemin de fer. Donc il fallait le tuer pour avoir accès à ça.
Et quand il parle de lui, il lui dit « C'était bien le genre de mec à épouser une pute ». Parce qu'en fait, sa femme, c'est Claudia Cardinal. Et dans le film, c'est la prostituée. Mais on voit aussi que c'est la prostituée qui a fondé l'Amérique, quoi, en fait. Hein. C'est un peu... l'Amérique est fondée sur des voyous, des ouvriers, des entrepreneurs et des prostituées, quoi. Et heureusement qu'elle est là, on le voit à la fin du film, hein, elle donne de l'eau à tout le monde, etc. Mais juste pour dire, il y en aura bien toujours un qui épousera une prostituée, pardon, mais il y en aura toujours. Et je ne le prends pas de haut, je dis pas ça avec... je parlais du mépris d'Henri Fonda dans le film Il était une fois dans l'Ouest. Moi, encore une fois, je suis pas là pour donner mon avis. Mais il y aura toujours des hommes qui feront ça, et qui feront une famille avec des femmes comme ça. I would say that it's just as important to know that as it is to know your likelihood of making any money. Doesn't that suggest we should be driving towards a society which is more sexually open than we even are now? Because I suppose if we got into a place where nobody had any taboos around sex work, then we wouldn't have to deal with that problem. I think good luck, unfortunately. I mean, I just think that the nature of human beings is such that we can't. I mean, it comes back to what we were talking about at the top of the show about the fact that people try as they might. Most people find it very, very difficult to actually live sexual disenchantment as if it were true, to actually believe it or walk the walk. We seem to have a very strong instinct towards regarding sex as being special. Men seem to have a very strong instinct towards mate guarding. Trying to dissuade people from feeling this way is a serious uphill struggle, and I think any kind of political project based on the idea that we can undo human nature is one that's doomed to failure. Elle, ce qu'elle dit en gros, c'est que il y a une tendance humaine à sacraliser la sexualité. Bon courage pour le désacraliser. Et elle a une expression qu'elle utilise souvent, que je trouve intéressante, qui est le désenchantement du sexe, qui fait écho au désenchantement du monde de Max Weber, le sociologue, qui est cette idée que la religion, la spiritualité s'est effacée, et la magie aussi, se sont effacées au détriment d'une approche plus rationnelle, plus scientifique du monde. Et on peut le voir sous un angle positif en se disant il y a un progrès social, etc., ou un angle négatif en disant qu'il y a une perte des valeurs, une perte de sens. On pourrait argumenter... Enfin, moi, je suis d'accord avec les deux, et j'avais fait des vidéos d'ailleurs là-dessus parce que je le voyais comme une des hypothèses face à la montée de la dépression, cette perte de sens, et je le répète dans beaucoup de vidéos, hein, cette perte de sens liée à la perte de l'enchantement, du coup, de la religion, de ces choses-là. Donc, pour beaucoup de gens. Et là, effectivement, je pense moi, j'aime beaucoup sa métaphore, ou du moins qu'elle ait repris le concept de Max Weber, le désenchantement du sexe, qui peut-être a amené un progrès pour certaines femmes, la pilule, tout ça, c'est un véritable progrès, mais qui amène son lot de désillusions, son lot de souffrance, une perte de sens. Et ce qu'elle explique, en fait, c'est que vous ne pourrez pas retirer chez les humains, et particulièrement chez les femmes, ce caractère sacré, cette perception sacrée qu'elles ont de la sexualité. Et de là, on découlera, du coup, toujours, pour la majorité des femmes, une souffrance. C'est une position intéressante. On va voir ce que répond notre OnlyFans Girls. I think I'd generally mostly agree with this, but also there's something like for a small example, I was raised in very conservative culture, and I was very unattracted to men who had long hair. And then when I moved to a liberal culture, after a while, I started to become attracted to men with long hair, which was very surprising to me. I did not think that this was possible. And I think this is something changing culture, changes signaling in a way that I didn't anticipate. In this new culture, men having long hair signaled masculinity, or signaled the sexually desirable things. And it was the under thing that mattered, not necessarily the signaling. And similarly, I think there's cultures that I've entered that changed my the way that I viewed the sort of thing that you're describing, how much people are upset at you if you're sexually promiscuous, and it's really robust subcultures. I've never had a problem with being a sex worker. I've never once have had a point where I wanted to date somebody and they wouldn't date me because I was a sex worker, because of these really, really robust cultures. And these cultures are pretty sustainable. I know a lot of people who have kids who are also poly. And I'm down with you arguing that maybe this is a small percentage of the population, but from my experience, it feels like
a very real and sustainable percentage or something? Oui, alors elle répète la distinction entre l'individu et le groupe et de dire qu'il y a une minorité, ou une partie en tout cas, une frange de la population féminine pour qui cela ne pose aucun problème, qui ont envie de ça et qui jouissent de cela. Et on en revient à ce fameux débat individu vs groupe, l'intérêt de l'individu vs l'intérêt du groupe. Ok. Elle dit aussi que elle donne un exemple pour parler de l'importance de la culture et à quel point la culture façonne notre perception du sexe. Et elle donne l'exemple des cheveux. Avant, elle associait les cheveux à la féminité. Elle a commencé à coucher avec des hommes masculins qui avaient les cheveux longs et elle a associé ça à la masculinité. Les cheveux longs, c'est un très mauvais exemple parce que les cheveux longs, ça a longtemps été associé à la virilité. Dans beaucoup de cultures, les cheveux longs, c'est la virilité, c'est la crinière de... Je veux pas dire de bêtises, la crinière de... dans la mythologie grecque, il y a un type qui se fait arracher sa crinière. C'est pas Jason et la toison d'or. Bref, il y a un type, dites-nous dans les commentaires, pour le coup, je suis ignorant de cela. Il y a un type qui se fait arracher sa crinière, ses cheveux longs, et il en perd toute sa virilité. Et dans énormément de cultures, les cheveux longs, c'est associé à la puissance chez les hommes. Faut arrêter d'associer ça à la féminité, c'est faux. Ça a longtemps été associé, y compris dans nos pays occidentaux, là, en Occident. Dans le Moyen-Âge, par exemple, ça a longtemps été associé à la virilité. Et puis ça se tient, le caractère sauvage, laisser la nature reprendre ses droits c'est comme la barbe, quoi. Donc pour des raisons différentes entre les hommes et les femmes, la chevelure a quelque chose de très puissant. Donc l'exemple est pas bon, je pense. D'ailleurs, un homme qui perd ses cheveux, pourquoi les hommes souffrent tant quand ils perdent leurs cheveux, à votre avis? Parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie de leur masculinité. Donc non, mauvais exemple. Les cheveux ont toujours, dans l'inconscient collectif, été associés à quelque chose de masculin. Et on voit bien d'ailleurs à quel point, même en changeant la culture, finalement, il y a toujours cette fascination, au fond, pour la chevelure de l'homme. Mais ça, c'est un autre sujet. On en parle dans le projet Adonis, d'ailleurs. Il y a toute une partie qui est dédiée à la chevelure pour les hommes, où j'explique comment avoir des beaux cheveux et comment les garder, surtout, quand on est un homme. C'est pas pareil que quand on est une femme. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc, de là à dire... Et donc ce que défend Aella, c'est que la culture façonne les croyances des humains et leurs souffrances et leur perception du sexe. Et ce que va répondre Louise, c'est sûr, c'est que les préjugés et tous ces préjugés qui constituent la culture, ils viennent bien de quelque part. Ils viennent elle va dire la nature humaine. En des termes plus exacts, il faudrait dire de préférences génétiques, des tendances génétiques qui tendraient plus vers certaines préférences plus que d'autres. Et donc c'est le réel finalement qui influe sur la culture, qui ensuite influe à nouveau sur l'individu. Mais l'individu crée la culture, vous voyez, en fait c'est ce fameux ce serpent qui se mord la queue entre la génétique et l'environnement social. On ne peut pas distinguer l'un et l'autre. On va finir là-dessus, les amis, parce que c'est beaucoup trop long, c'est fascinant, mais la vidéo, elle va durer 3 heures, si je commande tout. C'est hyper intéressant. Si vous voulez garder un lien avec moi, mesdames, et rentrer dans la tête des hommes et mieux les comprendre, vous avez accès à ma newsletter gratuite, dans laquelle je vous envoie tout ce que je sais, tout ce que je pense, et tout ce que je lis dans la littérature scientifique concernant les hommes. J'ai d'excellents retours, je sais que ça aide énormément les femmes, je reçois quotidiennement beaucoup d'emails de votre part pour me dire que vous êtes ravis. Et moi je suis ravi de vous aider, de mettre entre guillemets mon intelligence au service de vos intérêts en amour. J'ai longtemps aidé les hommes, maintenant je fais les deux, j'aide aussi les hommes. Donc pour vous messieurs, il y a aussi accès à une newsletter entièrement dédiée aux problématiques masculines, où je vous explique comment rendre une femme amoureuse, comment rendre une femme amoureuse de vous, et particulièrement en utilisant certaines choses que j'ai appris dans le cadre de la sexualisation. Je vous donne pas mal d'anecdotes que je ne livre pas sur YouTube. Donc ça, c'est pour vous, messieurs, avec des conseils très pertinents pour une femme amoureuse que vous ne verrez nulle part ailleurs, même pas sur mon contenu